on devient sportif de haut niveau. Ça veut dire qu'on le décide pas. Tu as un traitement 31 ans, ça peut arriver à tous les âges. C'est-à-dire qu'on m'a simplement dit, prends ce traitement, Et tais-toi. c'est très bien, voilà. Le sport de haut niveau me les a simplement accélérés. Au lieu de les avoir à 40 ans, je les ai eu à 20 ans. Il faut pas confondre le caractère désagréable au caractère pathologique. Salut JB. Salut Johan. Comment tu vas déjà ? Très bien, merci, très content d'être là. L'idée c'est, j'ai envie d'aborder principalement deux sujets avant de te présenter bien sûr. C'est qu'on puisse parler d'activité physique, de sport, de prévention et aussi d'hypertension artérielle. Les gens savent que c'est deux sujets qui me tiennent à cœur parce que je pense que c'est le sport un des piliers majeurs pour être en bonne santé. Et l'hypertension artérielle, l'une des pathologies trop méconnues qui a des conséquences sur le long terme trop importantes pour ne pas en parler. D'abord, avant de commencer, je vais te laisser te présenter pour que les gens puissent savoir qui tu es. Bien, je suis Jean-Baptiste, je suis actuellement coach sportif, préparateur physique, je fais pas mal d'activités différentes, mais toujours bien sûr dans le sport. J'ai été nageur de haut niveau pendant mon enfance, alors plutôt à l'adolescence. J'ai en gros jusqu'à mes 21 ans à haut niveau, et après je me suis réorienté exactement dans la pratique du sport. Donc en gros j'ai toujours été dans le sport. La natation m'a toujours plu, j'ai aussi fait de l'entraînement en natation, mais c'est aussi beaucoup la préparation physique qui m'a plu parce qu'il y avait un éventail de possibilités incroyables en fait. À chaque fois qu'on va dans un chemin, il y a 36 possibilités différentes. Chaque sport a ses spécificités et vraiment c'est ça qui m'a beaucoup plu. Tous les publics sont différents aussi. Je trouvais ça un petit peu ennuyeux de faire que de la natation en compétition avec des ados, des trucs, alors que là aujourd'hui je touche à un public complètement diversifié. Ouais. Avant de parler de sport et prévention, moi il y a aussi le côté performance qui m'intéresse. J'entends natation à haut niveau. C'était comment ? T'as commencé à quel âge ? T'es allé à quel niveau ? Quel est ton ressenti ? J'ai commencé tout petit parce que la natation c'est partie des sports où il faut commencer très jeune comme c'est très technique. Et après j'ai gravi les échelons petit à petit jusqu'à arriver au Pôle France à Antibes en 2008. Ok. Ça faisait quel âge du coup ? J'avais 15 ans. C'est quand je suis rentré au lycée en fait. Quand on a cet âge-là, en fait, on rentre dans des listes ministérielles et après, à partir de là, on a tout un suivi médical qui fait qu'après, j'ai remarqué que j'avais l'hypertension. Et mon plus gros niveau a été une équipe de France junior. J'étais au championnat d'Europe junior. J'ai fait champion de France aussi en relais. Okay. Parce que champion de France à l'époque, c'était très très dur en individuel, surtout aux 50-100 mètres. C'était l'époque d'Alain Bernard, Yannick Gagnier, Fabien Gillot et tout. La grande époque. Et voilà, ouais. Marchand donc. Oui, exactement. Et voilà, c'était très dense et voilà. Et ça ressemble à quoi du coup une journée ou une semaine en haut niveau, en natation ? Alors, par exemple, quand j'étais au lycée, c'était 7h30, 9h30 dans l'eau. J'allais au lycée de 10h à 16h. Après, j'avais souvent muscu de 16h30 à 17h30 et on renageait de 17h30 à 19h30. Ça, c'était en gros lundi, mercredi, vendredi. Et le mardi, jeudi, on n'avait pas muscu. Donc du coup, tous les jours dans l'eau ? Ouais. Le week-end compris ? Le samedi, à la fin de mon parcours de ma carrière, on faisait le dimanche, mais bon, physiologiquement, moi, je crois que pas fait pour D'accord. ça. Ok. Très bien. Tu nageais quel nage ? Je faisais du crawl et du papillon. Je faisais 50, 100, 200, max 200. Du coup, qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a déplu ? Alors, ce qui m'a plu, c'est... Parce que moi, je suis très curieux. J'ai fait médecine, ouais. J'ai fait que du sport à niveau départemental en basket. Mais j'ai toujours fait beaucoup de sport et j'ai toujours été, on va dire, curieux et impressionné par les sportifs de niveau. Surtout à un âge jeune, parce que moi, j'avais pas du tout la discipline pour me mettre à fond dans un sport. Et voilà, je voulais juste savoir comment ça se passait, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a déplu, qu'est-ce qui t'a fait t'arrêter. Alors, je pense qu'en fait, on devient sportif de haut niveau. Ça veut dire qu'on le décide pas. Moi, comme j'ai commencé quand j'étais petit à petit, on rajoute un entraînement dans la semaine, on rajoute un entraînement par jour, donc on nage en bi-quotidien, on arrive dans une structure où on a un suivi. Donc en fait, on le décide pas vraiment. Une fois qu'on est dans le processus, c'est là qu'on commence à y prendre goût. Parce que en fait, on est dans un espèce de wagon avec tout le monde, et on est dans une bulle, et une fois qu'on la quitte, c'est là qu'on se rend compte qu'on a fait ça. Ça veut dire qu'à chaque fois, on est en train de s'entraîner, en train de faire le compète, on fait les déplacements, on est parti à l'autre bout du monde faire des stages et tout. On n'a pas assez de recul sur le moment en fait. Parce que il y a toujours la compète d'après qui compte, il y a toujours la qualif d'après. Est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver ? Et c'est un peu avec du recul aujourd'hui que je me rends compte dans le processus dans lequel j'étais. Et j'ai vraiment beaucoup adoré cette rigueur, bien sûr de voyager, le fait que tout soit pas millimétré mais presque quoi. Alors il faut de la place à l'inconnu un petit peu, et il faut justement être préparé à s'adapter à l'environnement, à s'adapter à la compétition, à tout. Mais en gros, on est clairement sur des rails et faut que ça file, ouais. Okay. Et ce qui t'a plu, c'est donc du coup cette rigueur, cette discipline. Ouais. Et ce qui m'a un petit peu moins plu, c'est que on croise un petit peu toujours les mêmes personnes.
On est justement, toujours cette métaphore du wagon, mais on est toujours dans le même train avec les mêmes personnes. Même au bord du bassin, après, quand on fait des championnats de France ou quoi que ce soit, on croise toujours les mêmes personnes. Et à un moment, moi, j'ai aussi eu besoin personnellement de m'ouvrir l'esprit, de m'ouvrir à d'autres sports, de m'ouvrir à d'autres pratiques. Parce que la natation, c'est bien, mais il y a quand même tellement de choses différentes et tellement de choses à apprendre. Je me suis senti un petit peu à l'étroit à un moment donné là-dedans. Okay. On parle de quand même 5 heures de sport par jour. Ouais. Je pense qu'il y a une adaptation aussi avec le parcours scolaire. Avec les autres ados, avec les jeux ados normaux, tu t'es senti un peu différent, tu t'es senti à l'écart, tu t'es senti supérieur. C'était quoi ta sensation? Ouais, un peu à l'écart. Alors plus au collège qu'au lycée, parce qu'au lycée j'étais dans une classe SHN à Antibes et SHN. Ouais, sportif de haut niveau. Ok. Et c'était c'était vraiment très très intéressant parce que on était une vingtaine dans la classe. Okay. Donc on était, je sais pas, 5 ou 6 nageurs. Il y avait 8 ou 9 basketteurs. Il y avait des voileux, il y avait quelqu'un qui faisait du karting, et il y avait plein de sports différents, et ça c'était hyper enrichissant, parce que chacun venait avec son expérience du sport, et avec son parcours, et c'est vrai que par contre au collège, quand j'arrivais le lundi matin, et que, j'ai toujours cette idée en tête, mais il y en a un qui dit, j'ai pas pu faire mes devoirs, j'étais chez ma grand-mère, alors que moi j'étais au championnat du vendredi au dimanche. D'accord. Voilà, ça avait pas le même impact, quoi. On va parler donc du coup de ta réorientation. C'était quoi le déclic, et où t'en es maintenant aujourd'hui? Juste à quel âge? Alors j'ai 31 ans. Okay, ouais. Parfait. Et alors je suis à mon compte depuis quelques années maintenant en tant que coach sportif, préparateur physique. Et avant j'entraînais en natation. Okay. J'avais un club, alors j'entraînais à Bastia et j'avais monté une petite structure avec un ami. J'ai toujours fait un petit peu de prépa physique à côté en fait. Et là depuis quelques années ça a vraiment pris le pas sur la natation. Comme je disais tout à l'heure, en fait je me sentais un petit peu à l'étroit dans ce monde de la natation. Je voulais vraiment apprendre d'autres choses, aller vers de nouveaux horizons. Et comment ça s'est passé? Ah oui, c'est parce qu'en fait j'étais proche du préparateur physique qu'on avait à l'époque au Cercle Nageur d'Antibes. D'accord. On a discuté et tout, il m'a dit tiens, moi j'ai une formation qui pourrait peut-être te plaire vu que tu es intéressé par ça. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dedans, et donc j'ai passé mon diplôme de coach sportif comme ça. Après j'ai passé un DE en natation aussi. Et de toute façon une fois que j'avais les diplômes, une fois que j'avais commencé à tout apprendre, je me voyais plus sans être Non, vas-y. je me voyais plus écouter simplement ce qu'on me dit, ce qu'on a à me dire, sans y réfléchir en tout cas. Voilà, il fallait toujours qu'il y ait une approche où pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que j'ai envie de le faire? Et quand on est sportif de haut niveau, il y a quand même ce côté un peu nage et tais-toi, quoi. C'est vraiment vulgarisé, mais voilà. Il faut quand même avoir un peu cet esprit de faire une confiance totale à son entraîneur, même si j'ai toujours été très bien entouré. À un moment donné, j'ai quand même voulu, moi, personnellement, savoir qu'est-ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Et... Là, donc, du coup, tes journées ressemblent à quoi? Par exemple, ce matin, j'ai du coaching personnalisé, et cet après-midi, je vais à Cannes pour faire la préparation physique des jeunes qui sont dans un processus dans lequel j'étais. Demain, par exemple, j'ai un cours d'aquagym avec un public qui est un petit peu plus senior. Après-demain, j'ai à nouveau du coaching. Voilà, j'ai un peu tout dans les journées, c'est très diversifié, et moi, ça m'enrichit vraiment beaucoup parce que chaque public a ses spécificités, mais tout se rejoint un petit peu quand même. Dans le sens où, si on a un point A et un point B, si j'arrive pas à aller d'un point A à un point B avec un sportif amateur, je pourrais pas le faire avec un sportif professionnel. Et inversement. Moi, j'ai donc du coup la vision un peu médicale et cardiologique du sport. Je mets en avant tout le temps le sport en tant que prévention, en tant que pilier majeur pour être en bonne santé. Toi, en tant que ancien professionnel, ancien sportif de haut niveau et maintenant coach sportif, quelle est ta vision et peut-être un peu plus globale, quelle est la vision du coaching sportif et du sport en général dans la prévention? En tout cas, quelle approche que tu as avec tes clients? Alors, moi, l'approche que j'ai, c'est que j'essaie de les diversifier au maximum dans leur pratique. Ça veut dire que je peux les voir 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Je vais les encourager à soit faire du sport seul, soit à s'inscrire à une association pour faire de la danse, faire de la boxe, faire de la natation. Parce qu'en fait, déjà, psychologiquement, pour tenir dans le temps, il faut que ce soit diversifié. Psychologiquement, pour tenir dans le temps, il faut aussi voir des petits progrès, mais des progrès. Et il faut que ce soit un petit peu dans ce domaine, un petit peu dans ce domaine. Et je pense que si on fait 6 mois que d'une chose, c'est bien, mais on s'en lasse. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut commencer le sport pour 6 mois, 1 an, ou est-ce qu'on veut le commencer pour ses vieux jours? Et là, pour moi, elle est la différence. Donc, vaut mieux faire 20 ou 30 minutes par jour, si ce n'est que 15 au début avec une personne âgée ou n'importe. Mais le tenir pour rajouter 5 minutes, et qu'à la fin, ça fasse 1 heure par jour, voire 1h30 par jour. Pas besoin d'en faire beaucoup plus non plus. Ça, c'est du vécu. Je sais pas s'il y a des articles dessus, mais en gros, moi, on m'avait dit que le sport loisir, c'est très bon pour la santé. Le sport de haut niveau,
ça casse un petit peu. C'est personnellement ce qui m'est un petit peu arrivé. En fait, on m'a expliqué que les pathologies que je peux avoir aujourd'hui, le sport de haut niveau me les a simplement accélérées. Au lieu de les avoir à 40 ans, je les ai eu à 20 ans. Effectivement, je pense que tu touches à un point important. Moi, pour être totalement transparent, pas d'article dessus. Mais après, j'ai côtoyé au niveau médical des sportifs de haut niveau. Il y a des sportifs de haut niveau qui sont malades, effectivement. Il y a des cardiopathies qui peuvent arriver. Il y a, on va en parler, d'hypertension artérielle ou des facteurs de risque qui peuvent arriver. Ce qui est décrit, c'est que il y a un certain seuil de volume hebdomadaire de sport. Souvent, en tout cas, c'est ce qui est marqué, mais c'est le cap des 20-25 heures de sport par semaine, où on voit potentiellement un caractère délétère de l'activité sportive. Ça, il faut s'en rendre compte. Après, bien sûr, quand on est sportif, on a d'autres objectifs, on a d'autres ambitions. C'est comme un pilote de Formule 1, il sait qu'il peut se crasher à tout moment et mourir. Donc voilà, faut juste toute proportion garder. Mais effectivement, c'est important de le dire. Après, dans le sportif amateur, cette vérité, elle est pas du tout présente. Peu importe le nombre d'heures d'activité sportive, c'est toujours bénéfique. Moi, ce que je voulais voir avec toi, c'est si jamais on parle à une personne pas âgée, mais on va dire aux alentours de 50-60 ans, qui typiquement, voilà, il arrive à la retraite, il a jamais fait de sport de sa vie, il se dit que c'est important et il vient te voir. Comment tu fractionnes, comment tu t'organises pour l'aider dans son activité sportive, qu'est-ce que tu lui proposes et pour que ça dure le plus longtemps possible, quels sont les peut-être 3, 4, 5 conseils? Alors le plus important, à mon sens, c'est qu'il faut pas avoir peur de commencer par la base. Il faut pas avoir peur de commencer. Très facile, mais il faut juste commencer. Le problème, c'est que souvent, quand on veut commencer un marathon, on veut commencer à courir, les gens ils se disent bon ok, je pars pour une demi-heure. Sauf que c'est beaucoup trop long pour eux. Et puis ils vont commencer à courir, vont avoir un petit peu mal au genou, à la cheville, nanana. Il faut pas hésiter à commencer par simplement 20 minutes de marche. Et en fait, moi, quand je commence à avoir quelqu'un en prise en charge, on fait une première séance dans laquelle j'identifie son point A. À partir de son point A, on essaie d'identifier un point B qui est difficile mais atteignable. Peu importe si c'est de la marche, si c'est de la course, si c'est du crossfit, si c'est n'importe quoi, tout le monde a son point A et tout le monde va avoir son point B. Et on commence par 10, 15, 20 minutes et petit à petit, on augmente. Et en fait, le but, c'est donc d'avoir des petits progrès à chaque fois. Mais en plus, à chaque fois, ils sont surpris parce que les progrès, ils viennent quand même assez rapidement. On n'est pas écœuré de sa pratique. Il y a toujours, en fait, ce petit seuil avec lequel il faut jouer il faut aller un petit peu plus loin que ce qu'on imagine, mais pas trop. Il y a en fait un petit seuil pour sortir de sa zone de confort et pas trop la dépasser non plus parce que sinon la séance d'après elle sera trop dure et puis le cerveau aussi il va identifier ça à quelque chose de trop dur aussi. Ça c'est mon rôle. Ça veut dire que au début je connais un petit peu les personnes, je connais un petit peu leur niveau et à partir de là pendant la séance j'arrive à me dire ok on peut un petit peu continuer ou pas pour que ça reste quelque chose où les gens se sentent valorisés parce qu'ils ont fait quelque chose de bien mais ils sont pas écœurés parce que c'était trop dur non plus. Et c'est cette petite zone là sur laquelle normalement un coach doit jouer avec l'athlète en fait. Autre question, moi j'ai tendance à diviser l'activité sportive en endurance, résistance et stabilité, flexibilité. Est-ce que c'est une approche que tu exposes à tes différents clients ou c'est quelque chose que tu as dans la tête et que tu mets à disposition ou c'est quelque chose que tu ne prends pas du tout en compte? Alors ça dépend vraiment de la personne en face. En fait, on a quand même l'image du coach qui vient avec sa méthode et qui nous dit ma méthode va marcher pour toi, je vais te la faire. Personnellement, je pense que c'est n'importe quoi. Parce que on a chacun, alors bien sûr, on a chacun des idées, on a chacun certaines croyances, mais si demain, toi ou n'importe qui va venir en face de moi, je vais devoir adapter mon travail à toi et du coup, je vais devoir adapter mon discours à toi. Ça veut dire que si toi, t'es très cartésien comme ça et tu as une semaine type à me dire j'aimerais préparer ça, je vais te dire ok, pour toi, on a besoin de découper, donc on va certainement faire lundi, mercredi ça, on va faire jeudi, vendredi ça et ça. Je peux très bien avoir une autre personne en face de moi qui ne connaît pas tout ça, à qui ça n'intéresse pas et qui veut juste par exemple en faisant son sport, discuter un petit peu de sa journée ou ce genre de choses. Donc à cette personne-là, je vais pas lui en parler de ça. Moi, dans mon approche, je vais l'avoir parce que j'ai toujours une planification. Donc pour aller du point A au point B, je sais qu'on va devoir progresser sur tel aspect. Est-ce que je le communique à la personne ou pas? Ça va dépendre de ton niveau, de ton esprit, est-ce que tu es intéressé par ça? Il y en a qui sont pas très intéressés par le sport. Ils aiment faire du sport. Après, leur dire qu'ils ont gagné en VO2 max, je crois qu'il y en a qui s'en foutent, quoi. Très intéressant. Vous avez des questions? Non, sur la partie sportive? Effectivement, je parle à mes deux collègues sans qui tout ça n'existerait pas. Top. Deuxième partie, le côté plutôt médical. Je pense que je peux partager le fait que tu as un traitement pour la tension artérielle. Ça existe, tu l'as dit, 31 ans, ça peut arriver à tous les âges. Dis-moi comment, alors partage-nous, comment tu en es venu à savoir que tu étais hypertendu et un peu ton parcours médical. Alors, du coup, comme j'étais sur des listes ministérielles de haut niveau, comme j'étais sportif de haut niveau, on avait des visites médicales, des prises de sang, des tests d'effort, une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans. Alors ça, c'était
très très bien. J'avais un dossier comme ça au Krebs PACA que ma mère a toujours, je crois. À force de me faire la prise de tension qui était un petit peu élevée, au début c'était le syndrome de la blouse blanche. Bon, t'as 16-17 ans, tu peux avoir de l'hypertension. Nan, nan. Sauf qu'après, 18-19 ans, j'ai commencé à en avoir. Bon, il va falloir consulter. Donc on m'a posé le holter pendant 24 heures. Là. Alors juste, ça, c'est quoi un peu élevé du coup? Est-ce que tu te souviens des chiffres? Ouais, j'avais bien 17-8, 17-9. Ok, à chaque fois qu'on prend la tension artérielle? Facile, au moins 16. Ok, donc effectivement, enfin moi c'est pas ce que je considère un peu élevé, mais voilà, toute proportion gardée. Donc tu parlais après d'une mesure ambulatoire sur 24 heures, ok, donc de MAPA. Voilà, ça ouais. posait, ok. Ça c'était bien, bon du coup ça a détecté que j'avais je crois 15-8 de moyenne, même la nuit et tout, avec des pics assez élevés. À partir de là, c'est là que j'ai trouvé le suivi un petit peu limite parce que on m'a simplement dit, alors c'était pas un cardiologue du sport, c'était quelqu'un que je voyais comme ça mais qui n'était pas dans le cadre du Krebs, qui m'a dit arrête tout parce que tu risques une attaque cardiaque. Ok, donc toute activité sportive, voilà, okay, arrête tout. Okay. Le temps de faire les tests, hein, bien sûr. Donc c'est normal, hein, il a pris ses précautions, ce qui est tout à fait normal. Avec du recul, je comprends, mais sur le moment, pour moi, c'était un petit peu dur. Et donc rapidement, j'ai fait en fait une journée en ambulatoire où on m'a fait absolument tous les tests, prise de temps, test d'effort, tout. Et après ça, on a du coup détecté que c'était simplement une hypertension artérielle essentielle, je suppose. Voilà, ouais, et que c'était de père en fils, comme on dit, héréditaire, voilà. Avec une part génétique, ok. Tes parents sont hypertendus? Mon père, ma grand-mère, et qui ont toujours des tensions élevées. Ok, c'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, quand on détecte une hypertension artérielle jeune, il y a de manière systématique, on doit rechercher une hypertension artérielle secondaire, donc une pathologie qui entraîne une hypertension artérielle, que si on la traite, on traite la pathologie et la tension artérielle. C'était normalement ça, l'hôpital de jour avec des prises de sang, notamment pour voir si on a des pathologies rénales ou autres. Et si jamais tout ça est négatif, effectivement, il y a justement quand on a une histoire familiale d'hypertension artérielle, une très probable hypertension artérielle essentielle, probablement génétique ou en tout cas héréditaire. Quoi qu'il en soit, les conséquences sont les mêmes. Moi, ce que je trouve important, c'est effectivement le discours qu'on a aux patients, surtout si les patients jeunes. Je pense pas que le discours qui a été tenu ait été le bon, parce que de manière très transparente, il y a virtuellement zéro risque d'avoir une crise cardiaque juste parce qu'on est hypertendu. Ok, merci. En tout cas, jeune diagnostiqué, c'est plus sur le long terme une hypertension artérielle qui est non diagnostiquée et non traitée, qui entraîne une augmentation du risque cardiovasculaire. Et effectivement, c'est là qu'on voit les conséquences, et plus vers 40, 50, 60 ans, même si tout arrive. Et donc du coup, diagnostic d'hypertension artérielle, t'as repris le sport, t'as pris un traitement. Exactement. Alors j'ai repris le traitement, j'ai de suite repris le sport. Et là, j'ai eu 2-3 expériences un peu bizarres. Je pense que, pareil, je sais pas si c'est prouvé ce que je vais dire ou quoi que ce soit. L'important, c'est vraiment de... Ouais, c'est le ressenti, c'est mon expérience personnelle. Ouais, c'est ça. J'ai commencé le traitement et du coup, j'avais certainement la tension qui baissait un petit peu. Sans trop réfléchir, j'ai aussi de suite repris l'entraînement complet. J'ai eu 2-3 expériences bizarres du sorte des vertiges où je me sentais très bien dans l'eau, puis d'un coup, waouh, tout noir. Je sais pas si c'est un rapport avec le traitement, mais c'est comme par hasard quand je commençais le traitement que j'ai repris l'entraînement. Okay. C'est un petit peu effrayant au début et après en fait j'ai quand même eu l'impression d'être un peu seul dans cette prise de traitement adaptée au sport de haut niveau. Okay. C'est-à-dire qu'on m'a simplement dit prends ce traitement. C'est très bien. Voilà, tu as le droit de le prendre parce que bien sûr il y avait des listes dopants et ce genre de choses. Hein. J'avais vu aussi un cardio qui était très rassurant dans le sens de me dire regarde, c'est très simple, c'est sur un tableau, nanana, tu as le droit, tu fais ça et puis ça va redescendre. Mais aussi trop simple parce qu'après on m'a lancé dans le grand bain et là j'ai pas eu trop de suivi et après personnellement j'ai dû adapter la molécule, j'ai dû adapter est-ce que c'était trop fort, pas assez fort et ça c'était un petit peu long. Et ça après je suis tombé sur un médecin qui était très gentil avec moi et qui a eu le même discours que toi dans le sens où il m'a même félicité de me dire bravo de prendre ce problème à cœur aujourd'hui, ça te servira dans 20 ans. Parce qu'il me dit aujourd'hui là, ça te change rien que tu aies tant ou tant de tension. Mais tu risques d'avoir des problèmes à 40-50 ans et là du coup tu t'en voudrais. Donc, et il a été très gentil, il m'a dit et si cette molécule ne fonctionne pas, on en essayera une autre. Et voilà, c'était beaucoup plus collégial, c'était beaucoup plus doux dans le stress. Très important ce que tu dis, parce qu'effectivement après tu l'as pris parce que t'étais sportif de haut niveau sur le spectre de haut niveau, sur le spectre du sportif de haut niveau. Effectivement quand on introduit un traitement, en plus avec l'hypertension artérielle qui est asymptomatique, donc en gros toi que tu sois hypertendu ou pas, tu ne sentais pas, t'as pas aucun symptôme. Ouais. Et en fait, la prise de traitement a entraîné des conséquences négatives sur ta vie. Mais en fait, c'est là où je pense tous les professionnels de santé doivent être, on va dire, conscients de ce qu'on dit, de comment on le dit, et justement de quand on prend un traitement, de prévenir le patient qu'il faut
être conscient que potentiellement il va y avoir des effets secondaires. Je pense honnêtement que le trou noir, le baisse d'énergie avec la prise de traitement, c'est pas qu'une coïncidence. Je pense que c'est clairement peut-être des baisses de tension artérielle trop importantes. Après l'effort, c'est clairement possible. Mais après, justement, c'est ce qu'il faut, c'est dire non, c'est pas parce que t'as pris un traitement qui ne te convient pas que tous les traitements ne sont pas faits pour toi. Et justement, d'adapter soit la molécule, soit le dosage pour que en fait tu puisses vivre une vie normale tout en ayant une tension artérielle optimale et un risque cardiovasculaire diminué. Là actuellement, donc du coup, t'as un traitement, tout se passe très bien pour toi. Ouais. Top. Concernant le suivi, alors tu prends le traitement, on te le renouvelle. Est-ce que tu prends ta tension artérielle? Est-ce que tu t'en fous? Est-ce que tu vis ta vie? Et comment ça se passe? C'est des périodes un petit peu les deux. Voilà, j'ai des périodes où bon, quand je sais que tout va bien, je la prends pas. Ok. Là, c'est vrai que en intégrant un petit peu le projet et tout avec le sport, je l'ai un peu repris ces derniers temps. C'est pas un plaisir parce que ça me rappelle certaines heures pas compliquées parce qu'il faut pas abuser. J'ai pas une maladie grave du tout, mais des heures un petit peu de questionnement et tout. Et j'ai pas envie qu'elle soit haute. Okay. Du coup, je la prends. Il y a une certaine appréhension à la prendre. Ouais, quand même. Okay. Quand même. Je te pose la question parce que c'est effectivement ce que je vois dans ma patientèle. Moi, ce que je conseille, effectivement, c'est de pas être stressé, surtout si jamais on a des mauvaises expériences du diagnostic. Mais effectivement, chez les patients hypertendus, globalement, le renouvellement, c'est tous les 3 à 6 mois. Je pense qu'une prise de tension, au moins tous les 3 à 6 mois en fonction du renouvellement, c'est important, juste pour savoir si elle est normale. Et si elle est normale, honnêtement, ne pas se prendre la tête et juste passer à autre chose. Mais à partir du moment où elle est élevée, là, effectivement, peut-être que c'est une tension artérielle qui est, on va dire, anormale, parce que la tension artérielle, ça fait ça, c'est pas une ligne straight. Et si jamais, par contre, elle est élevée, effectivement, peut-être faire une moyenne, faire plusieurs mesures pour voir si le traitement est toujours efficace. Parce qu'il y a deux choses, il y a le fait que il y a une certaine, parfois, accoutumance au traitement, donc ton corps s'habitue, et peut-être que la tension artérielle, enfin, en tout cas, le traitement qui était bon il y a 2-3 ans n'est pas forcément bon pour toi. Et ce qui se passe aussi, c'est que, alors toi, tu fais du sport, tout va bien, je pense que t'as une hygiène de vie qui est, je pense, exemplaire. N'est-ce pas? Mais souvent il y a des adaptations de l'hygiène de vie et souvent ce qui se passe c'est potentiellement une activité sportive qui diminue, une prise de poids et là techniquement il y a 2 facteurs qui rentrent en compte, donc la prise de poids, la nutrition, l'activité physique qui sont les 3 traitements non médicamenteux d'hypertension artérielle et si ça on en fait un peu moins, eh ben potentiellement le traitement qui était bon pour toi avant n'est peut-être pas assez efficace et donc du coup c'est là où il faut peut-être une adaptation. J'avais juste une question concernant, donc du coup t'as parlé du risque cardiovasculaire, on t'a dit je pense qu'à tort que tu pouvais mourir maintenant. Toi, dans ton vocabulaire et dans ce que tu as compris, comment tu te sens au niveau de ce risque-là? Est-ce que ça t'empêche de dormir? Est-ce que voilà, quel est ton ressenti? Non, c'est vrai que c'est des questions que je me suis posées. Moi, aujourd'hui, on m'a beaucoup parlé d'éventuelle insuffisance rénale si je ne fais pas ce genre de choses. Maintenant, je pense que comme j'ai une hygiène de vie qui est très bonne et que j'ai ce traitement, le risque zéro n'existe pas, mais j'ai quand même une certaine tranquillité là-dessus à me dire, bon, il n'y a pas de raison qu'à 50 ans, il se passe quelque chose, quoi. C'est important. Je te pose la question de manière très transparente parce que c'est important de le savoir. Le danger, effectivement, le danger, toute proportion gardée, mais c'est quand on a une hypertension artérielle qui n'est pas prise en charge et qui n'est pas traitée. Malheureusement, je sais pas si tu le sais, mais il y a près d'une personne sur 2 qui se sait pas hypertendue et une personne sur 2 qui est hypertendue, suivie, mais qui est mal équilibrée. Et ça, sur toute la population française, c'est près de 13 millions de personnes. C'est pour ça que je me bats et que je fais ce genre de discussion pour inviter toutes les personnes à se prendre la tension artérielle. Mais une fois que la tension artérielle est équilibrée, c'est important de savoir que techniquement le risque est revenu à la normale par rapport à la population générale. Et après, toute la conséquence, effectivement, sur le plan rénal, sur le plan oculaire, sur le plan cardiaque et cérébral, normalement, est revenu à 0. C'est vraiment le fait d'avoir une tension artérielle optimale, 12,8, ou un peu plus au-dessus, un peu plus en dessous, qui est important avec ou sans traitement. Donc moi, en tant que cardiologue, je te conseille de pas te prendre la tête, de bien prendre ton traitement effectivement, et juste de la surveiller sans être stressé, peut-être 1 à 2 fois par an, pour être sûr justement qu'on est toujours dans ces zones-là, et pas au-dessus et de pas rater quelque chose. Sachant que c'est pas parce que tu passes 1, 3, 6 mois en ayant une hypertension artérielle non équilibrée que là ton risque cardiovasculaire augmente aussi. C'est juste qu'il faut savoir juste le surveiller. Est-ce que tu as des questions à me poser sur cette pathologie? Est-ce que certaines tachycardies peuvent être, par exemple, j'ai quelqu'un qui me dit pendant la séance de sport en endurance, j'ai quelques tachycardies qui me gênent un petit peu, rien de très grave, mais on sent. Alors moi personnellement, je l'ai déjà eu, c'est pour ça que je pose aussi la question. Mais je sais que c'est des expériences qu'on peut avoir. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec ça? Est-ce que c'est éventuellement un risque? Est-ce que c'est grave ou pas grave? Ok, trop bien. C'est important que tu me poses la question parce qu'on me pose beaucoup de fois la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tachycardie pendant le sport, c'est effectivement normal. Je préfère le dire parce que certaines personnes ne savent pas. Effectivement, le rythme cardiaque augmente
augmente avec l'intensité de l'activité sportive. Et après, il faut pas confondre le caractère désagréable au caractère pathologique. Moi, personnellement, encore aujourd'hui, et ça arrivera tout le temps, si jamais tu pousses trop et si jamais tu fais une intensité, surtout si tu n'en as pas l'habitude, le fait de ressentir son cœur battre très fort, c'est normal. J'ai tendance à rappeler, la fréquence maximale théorique, c'est 220 moins l'âge. Donc du coup, pour un patient de, je sais pas, 30-35 ans, ça peut monter jusqu'à 190, 195 par minute, tout en étant normal. Donc honnêtement, si jamais c'est des sensations qui sont transitoires et qui ne reviennent pas dans toutes les activités, aucun souci particulier, le plus probable c'est que ça soit physiologique. Après, les arythmies sont possibles à tout âge. Effectivement, plus l'âge avance, plus c'est possible. Et en fait, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est les diminutions de performance. C'est si jamais il y a cette sensation de tachycardie est associée avec une diminution de performance, donc typiquement, je sais pas, un 10 km ou un 5 km, t'as tendance à aller courir en 5,30 ou 5,40, et là, d'un seul coup, 2-3 fois, t'as cette sensation et tu le cours en 6,37 minutes, le plus probable c'est que ton débit cardiaque ne soit plus adapté à ton activité sportive, et la diminution du débit cardiaque c'est potentiellement une arythmie pathologique. Et là effectivement il faut faire soit des haltéro-CG, soit des épreuves d'effort pour être sûr qu'il n'y a pas d'arythmie cardiaque. Mais dans la très 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 grande majorité, effectivement la tachycardie d'effort et la sensation que son cœur bat à l'effort, fort ou rapidement, c'est strictement normal. Enfin c'est important de le dire parce que c'est une, et je l'ai remarqué en fait après avec l'expérience, c'est une des raisons pour laquelle les gens arrêtent le sport, enfin à l'arrêt de l'activité sportive. Et j'ai fait ce calcul, c'est parce que il y a ce petit ces petits devices qui sont les montres connectées, qui globalement maintenant tout le monde en a une, et en fait les gens n'ont pas l'habitude et ne savent pas que le cœur peut monter aussi haut, et globalement à 50 ans, 60 ans, il peut monter à 170, 75 par minute sans que ça soit anormal. Ouais, c'est vrai, parce que je peux avoir un petit peu les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, quand ils sentent que ça monte, ils ont un petit peu peur, et du coup ils se limitent de fou. Alors je peux comprendre au début, mais après c'est vrai qu'on a le droit de... Clairement. Après, encore une fois, c'est normal d'être de sentir cette sensation de désagréable. Une intensité extrême, je sais pas, tu fais un hit, tu fais un sprint, et surtout quand on n'a pas l'habitude de faire du sport, ça peut faire peur, mais c'est totalement normal. C'est juste que quand t'es jeune, globalement, encore une fois, 220 ballages, ton cœur peut monter jusqu'à 200 par minute, et quand on s'habitue à cette sensation, on n'a pas le réflexe de dire que c'est anormal, parce qu'on a l'habitude, mais à 50, 60 ans, quand on a cette sensation, ça peut faire peur, ça ne doit pas faire peur. C'est pas parce que tu montes à ces eaux-là que tu vas avoir quelque chose. Mais par contre, effectivement, c'est aussi important, 50-60 ans, de faire un bilan cardiaque, surtout s'il n'y a jamais eu d'activité sportive avant. J'ai une autre question qu'on m'a posée la semaine dernière après la séance du coup qu'on a faite de sport. Du coup, maintenant, on propose de prendre la tension avec l'application et tout. Ils m'ont demandé est-ce que je dois la prendre après le sport. Quand est-ce que je dois vraiment la prendre? Alors je sais que peut-être que ça ne descend pas de suite. Moi je leur ai dit prenez-la après le sport, prenez-la demain matin, prenez-la un petit peu tout le temps, faites une moyenne. Qu'est-ce que du coup toi dis-moi. Comme j'ai dit, la tension artérielle elle fait comme ça. Pendant le sport elle fait comme ça. Donc c'est pas du tout anormal d'avoir de l'hypertension artérielle pendant l'effort, et c'est même anormal d'avoir une normotension pendant l'effort. Parce que le réflexe c'est augmentation du débit cardiaque, augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation de la tension artérielle. Et donc c'est pour ça que moi je préconise pas, en tout cas ça ne sert à rien médicalement parlant, de la prendre pendant le sport, de la prendre après le sport, sauf s'il y a des symptômes particuliers, si jamais il y a une chute de tension artérielle trop importante et tout, ça effectivement ça peut expliquer. Pour diagnostiquer l'hypertension artérielle, ce qui est recommandé c'est être comme toi et moi, plutôt comme toi parce que moi j'ai les jambes croisées, mais 5 minutes au repos, sans stress extérieur, sans stimulant, et de prendre la tension artérielle plusieurs fois. Et c'est là en fait qu'on a le diagnostic d'hypertension artérielle. Parce que globalement l'hypertension artérielle, ce qu'il faut comprendre c'est pas, la pathologie c'est pas d'être capable et de trop monter sa tension artérielle, c'est plutôt être incapable d'avoir une tension artérielle normale alors qu'il n'y a pas de stimulus extérieur. Donc globalement, moi ce que je dis c'est zéro stress. À chaque fois que vous prenez la tension artérielle, il faut que ça soit au repos pour faire le diagnostic. Après vous pouvez la prendre, pendant l'effort, c'est un peu compliqué, mais après l'effort, si jamais vous avez des symptômes, mais c'est surtout pas cette tension artérielle sur laquelle il faut se baser pour faire le diagnostic. Ok. Tu as parlé d'application, effectivement. Ouais. Très bien. Alors effectivement, on a créé avec Charles et notre petite équipe une application pour aider le diagnostic d'hypertension artérielle. Toi, si jamais tu as des clients et tout, ils en ont pensé quoi, et avoir un petit feedback à chaud, savoir ce qu'on peut améliorer ou ce qu'on peut avoir. Alors à chaud, c'est très bien parce que c'est la première fois qu'ils ont affaire à ce genre de truc. Ça veut dire qu'on a toujours l'image du médecin qui dit vous la prenez 3 fois, vous le marquez sur un bout de papier et vous me dites. Et là, c'est vrai que le fait que ce soit dans
dans une appli enregistrée. De toute façon, à partir du moment où on facilite quelque chose, les gens ont tendance à plus le faire. Et moi, en tout cas, c'est la première fois que j'ai entendu parler d'une appli qui aide à faire ça. Les retours ont été assez bons, c'était assez simple. Pour l'instant, on a quand même un public, alors pas âgé pour pas les, pas les froisser, voilà. Et du coup, même pour eux, ça leur convient, donc voilà, tant mieux. Et c'est vrai que la facilité du truc, c'est quand même ce qui est hyper important, quoi. Ouais, top. Juste pour que les gens qui savent pas, effectivement, c'est une application qui s'appelle Préva. L'idée, c'est d'aider à dépister, traiter et suivre l'hypertension artérielle. Ne vous moquez pas, les filles. Donc du coup, dépister, traiter et suivre l'hypertension artérielle, et surtout faciliter la prise de tension artérielle, le suivi de tension artérielle et le diagnostic avec un médecin spécialisé en téléconsultation. Moi, je l'ai fait parce que j'ai voulu avoir beaucoup plus d'impact, de pouvoir dépister des personnes comme toi, des personnes qui ne savent pas qu'elles sont hypertendues. Encore une fois, c'est près de 9 millions de personnes. Une personne sur deux qui ne le savent pas, donc il y a trop d'impact à avoir plutôt qu'une consultation en un. Et voilà pourquoi on a fait ça. Donc téléchargez-la si jamais vous voulez savoir si vous êtes hypertendu. Juste un dépistage, un tensiomètre, une prise de tension. Si elle est à 12,8, tout va bien. Si elle est au-dessus, auquel cas vous allez être guidé à travers l'application pour savoir exactement ce qu'il en est. Est-ce que 13,8 c'est mauvais ou pas? Ça, c'est une vraie question qu'on me pose. Alors, la réponse courte, c'est non. Globalement, moi j'ai tendance à dire 12,8 optimal, 14,9 en moyenne. C'est là où on prend un traitement. Après, la réponse longue et scientifique, c'est 2015, une étude qui s'appelle Sprint, qui a comparé tension artérielle optimale, donc du coup 12,8 ou moins, et tension artérielle non optimale, 13,8, voilà, et jusqu'à 14,9. Avant, c'était, moi ce que j'ai appris, et ce qui est je pense toujours vrai, c'est 14,9, introduction d'un traitement antihypertenseur. Après, ce qu'il faut savoir, de manière très schématique, c'est que si on prend le risque cardiovasculaire et la probabilité d'avoir un événement cardiovasculaire, de inférieur à 12,8 à 12,8, c'est droit, et à partir de 12,8 jusqu'à 14,9, on voit une légère augmentation, mais qui est techniquement non significative. Et après, à 14,9, c'est là où la courbe se casse, et c'est là où on a vraiment une augmentation. Donc dire que 13,8, c'est mauvais, non, parce que moi, personnellement, j'ai pas tendance, sur une tension artérielle, à introduire un traitement antihypertenseur. Parce que quand on introduit un traitement, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a effectivement le côté bénéfique, mais il y a surtout le côté parfois délétère, les effets secondaires, et la sensation de prendre un traitement. Moi, je considère que c'est un outil, et c'est pas un échec. Mais tous les patients ne pensent pas comme moi. Et donc, du coup, je pense pas qu'il faille traiter des patients en excès. Donc ça dépendra vraiment au cas par cas, s'il y a des antécédents, s'il y a d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, s'il y a d'autres pathologies. Là, effectivement, peut-être qu'à 13,8, c'est plus optimal de la ramener à 12,8 avec un traitement médicamenteux. Toujours, bien sûr, avec les règles hygiéno-diététiques, les 3 piliers, le sport, le sommeil et la nutrition. On a pas mal parlé de l'hypertension. Dans le sport de haut niveau, on est souvent rencontré aussi de l'hypotension. Enfin, les sportifs de haut niveau, ils font, je sais pas, 11-7, 10-7 parfois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ça, c'est une très bonne question. L'hypotension asymptomatique n'est pas du tout grave, pas du tout délétère. C'est-à-dire que peu importe la tension artérielle que vous avez, mais que ça soit 11,7, que ça soit 17, que ça soit 9,5, si jamais il n'y a aucun symptôme, tout va bien. Moi, c'est l'une de mes consultations, enfin c'est pas que j'apprécie le moins, mais c'est le message qui est très dur à faire passer. C'est que on prend ma tension artérielle, on a 9,8, 9,6, branle-bas de combat, juste il se passe quoi, je vais mourir et tout. Vous avez des symptômes? Non? Ok. Alors juste calmez-vous, tout va bien, tout va très bien. Ce discours, en fait, il est difficile à entendre parce qu'effectivement, dans l'hypertension artérielle, là, il y a un vrai risque cardiovasculaire, surtout parce que la majorité des cas, c'est asymptomatique. L'hypotension artérielle, c'est pas du tout le cas. Si jamais pas de symptômes, aucun problème. Là où il y a les symptômes, donc du coup, souvent, malaise, fatigue et tout, c'est vraiment au cas par cas. Et après, ça dans un premier temps, les règles hygiéno-diététiques. Et c'est à peu près, pas tout le contraire de l'hypertension artérielle, mais plutôt un régime riche en sel, les bas de contention pour augmenter le retour veineux. Et après, si jamais c'est des hypotensions artérielles qui sont résistantes avec une vraie altération de la qualité de vie, là, effectivement, il y a un traitement médicamenteux. Ok. Et hypotension chez le sportif de haut niveau, aucune inquiétude. Ouais. Non, l'hypotension artérielle. Parce que ça, on peut le rencontrer quand même assez souvent chez les sportifs, chez ceux qui font de l'Ironman, du triathlon, et c'est pour ça ils ont plus tendance à avoir ça que... Globalement, c'est pour ça que faut pas être stressé sur la tension artérielle. Si jamais elle est élevée, effectivement, c'est là où il faut être un peu plus agressif et ne pas laisser passer une hypertension artérielle. Hypotension sans symptômes, aucun souci. Normotension sans symptômes, tout va bien. On a fait un bon tour. Merci à toi. Merci à toi. Juste petit moment promotion et prévention. Déjà, je te remercie parce que c'est grâce à toi aussi qu'on a pu mettre en place des sessions d'activités sportives gratuites. Est-ce que tu peux m'en parler? Parce que moi, je sais ce que c'est, toi aussi. Vas-y, je t'en prie.
parle-en au grand public. Ouais, donc tous les mercredis matins, on met en place une séance de sport qui est gratuite, qui dure 1 heure, et on mélange un petit peu des exercices cardio avec des exercices renfo. Bien entendu, tous les niveaux sont acceptés. Le but, c'est comme on a pu dire pendant l'interview. Chacun a son point A, chacun a son point B, et on essaye vraiment au maximum de progresser là-dessus. Et le but de cette séance, c'est d'avoir un petit suivi par semaine, bien entendu, mais aussi d'avoir une première approche du sport, d'enclencher la première démarche. Comme ça, en fait, on l'inclut un petit peu dans son quotidien pour au final essayer d'en faire de plus en plus. Et voilà, donc tous les mercredis matins, on le fait en extérieur. C'est il pleut mieux. Alors là, il pleut, malheureusement, il n'y a pas ce matin, mais c'est quand même beaucoup plus agréable. On peut respirer, il y a le soleil, et voilà. Donc tout le monde est le bienvenu et l'ambiance est plutôt sympa, plutôt bonne. Effectivement, top. Et effectivement, moi j'ai voulu mettre ça en place. Déjà, un grand merci de pouvoir organiser tout ça. Merci aussi à vous, les filles. Mais en gros, je l'ai mis en place parce que les gens ne savent pas par quoi commencer. Et moi, j'en avais un peu marre de promouvoir cette activité sans, on va dire, passer à la deuxième étape et laisser les patients dans le flou. Donc effectivement, c'est vraiment une initiation au sport. C'est gratuit, juste pour qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent y participer, effectivement. Donc n'hésitez pas. L'inscription, elle est totalement facile, totalement gratuite. Je sais pas, apparemment, je dois faire ça. Ça sera en commentaire, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est ouvert à tout le monde, à tous les âges, et ça permettra aussi de dépister l'hypertension artérielle, parce que du coup l'application sera promue. En tout cas, merci à toi, JB. J'ai passé un bon moment. Merci les filles. Merci à vous. N'hésitez pas, si jamais vous avez encore aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si jamais vous avez des questions, honnêtement, je suis là pour y répondre. Sur le côté sport, JB aussi pourra y répondre. Avec plaisir, ouais. Et au mois prochain. À chaque fois que je dis à demain, non, c'est pas demain. C'est peut-être un peu trop tôt, mais peut-être à la semaine prochaine. Ça. Salut!